Ma première question, ce serait est-ce que tu pourrais te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es? Oh putain. Alors, si je devais me décrire en quelques mots, bon, on va quand même se présenter rapidement que je suis Jessica. Si je devais me présenter en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un qui est très spontanée, transparente, pleine de vie. euh, et, euh, et je dirais un peu. Bonne question. Bah, qui aime la vie en général, quoi, et pas juste décrite comme une sportive, mais je suis des tas. On peut dire que j'ai plusieurs Jessica dans ma tête. Voilà, Ok. plusieurs personnalités. Ok, top. Et du coup, le nom de mon podcast, c'est Aerakura à la force du mental. Et en fait, si tu veux, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Il y a une phrase qu'elle dit que j'aime bien, c'est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir si cette phrase te parle et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Ouais, bah oui, clairement, évidemment, hein, le concept de commencer quelque chose et de rencontrer des problématiques et des challenges et des montagnes et de se dire qu'on va pas y arriver, qu'en fait, il faut jamais lâcher. Moi, ça me parle évidemment parce que je suis pas toute jeune, donc j'ai forcément un peu d'expérience dans pas mal de choses, que ce soit la vie, les voyages, le sport, les études, le travail, et j'ai forcément eu pas mal de galères ou de challenges. Et je pense que c'est quelque chose que tu vois, j'aurais aimé avoir conscience, ou j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus jeune, parce que je m'étais fait la remarque, que je me suis dit, mais quand tu es jeune, en fait, on te dit pas que la vie va être pleine de challenges et que tu vas pas forcément réussir ni du premier coup, ou que tu vas tout simplement pas réussir. Et c'est ce que j'ai appris moi dans le sport, c'est de se dire, bah, il y a toujours, bon, il y a un gagnant, mais derrière, bah, c'est beaucoup de travail et c'est aussi surtout beaucoup d'échecs avant de Mhm. réussir. Et du coup, toi, est-ce que l'échec, tu l'appréhendes? T'as peur de ça? Est-ce que tu essayes de l'éviter, de le repousser? Euh, Bah, écoute, je pense pas, parce que je pense que moi, ces dernières années, j'ai cumulé pas mal d'échecs, notamment parce qu'il y a eu, voilà, ma blessure, mais ça a aussi été par rapport au travail ou quoi. C'est pas quelque chose que j'appréhende, parce que je pense que j'ai l'habitude, comme beaucoup de sportifs, hein, quand on fait de la compétition, on est plus amené à rencontrer des échecs. Donc, je pense qu'on se forge là-dessus et qu'on se forme. C'est pas quelque chose que j'appréhende. Après, il y avait quelque chose que quelqu'un m'avait dit un jour, qui m'avait dit, il y a aussi des gens, et qui m'avait dit, peut-être que tu en fais partie, qui ont peur de réussir et qui se créent leur propre échec. Parce que la peur de réussir fait qu'une fois que tu as réussi, ben, qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Mm. Donc non, moi je pense que bah, l'échec, comme tout le monde, j'ai l'habitude, comme n'importe quel sportif. Et pour moi, c'est pas vraiment des échecs, tu vois, c'est de se dire, bah, ok, bon, bah, là, j'ai pas réussi, c'est une leçon, et la prochaine fois, je ferai mieux. Ouais. Mais justement, ça me fait sourire que tu parles de cette phrase parce que j'avais une question où c'était: est-ce que tu penses pas que certaines personnes, elles ont peur aussi d'être heureuses, tu vois, qui est un peu en lien avec peur de réussir? Parce que j'ai l'impression que, ouais, que beaucoup de gens se contentent du minimum, mais Ouais. peut-être par appréhension aussi de Bah, réussir ce qu'elles font. par confort aussi. Tu vois, parce que quand tu réussis, en plus, c'est bien parce que là, on est dans la période des JO. Du coup, évidemment, tout le monde regarde les exploits, notamment de nos Français, tu vois. Et en fait, moi, j'arrête pas de me dire, bah, les jeunes, tu vois, qui gagnent des médailles, que ce soit des Français ou pas, je me dis, bah, il y en a pour certains, ça va être très compliqué, parce que tu gagnes ta médaille d'or, tu as 17 ans. Il y a quoi derrière, quoi? Tu vois, tu te dis, tu as atteint ton, entre guillemets, ton plein potentiel. Et tu as réussi, tu as décroché ta médaille, tu as 17 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, c'est hyper jeune. Et il y en a plein, tu vois, des sportifs de haut niveau, ou pas forcément de haut niveau. Des fois, ils atteignent leur objectif, ça peut être genre un premier 10 km ou une médaille au JO. Et derrière, c'est un peu la chute libre, parce que souvent, on n'est pas accompagné et on ne se rend pas compte. Mais une fois qu'on réussit un objectif, c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a une période un peu floue où il y a beaucoup de choses qui redescendent. Tu vois, ta préparation, elle est finie. Tu as attendu ça pendant des mois, voire des années, et depuis, il n'y a plus rien derrière, quoi. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont clairement peur de réussir, quoi, parce qu'ils se disent, bah, si je réussis, qu'est-ce que je vais faire derrière, quoi. Hmm. Donc au final, ouais.
il faudrait faire que des objectifs où tu t'atteins jamais ton objectif. Mais après, pour moi, tu peux atteindre un objectif et puis quand tu l'as atteint, tu profites un petit peu et Et tu puis vas en chercher un directement, autre. tu veux un autre et puis ça continue comme ça. Et au moins, tu es tout le temps dans la période où tu vas chercher un objectif précis, quoi. Ouais, bah, moi, je suis un peu comme ça. La seule chose où je fais très attention, c'est à pas faire en sorte que mes challenges, on va dire mes challenges ou mes objectifs, soient toujours de plus en plus difficiles ou de plus en plus inatteignables. Parce qu'en fait, c'est vite la course à l'impossible, quoi. Et en fait, de toujours aller chercher plus loin, j'adore le concept, hein, mais souvent, les sportifs, on peut vite se cramer, tu vois, de se dire, bah, ok, j'ai réussi ça, de suite après, il faut faire plus haut, plus lourd, plus vite, plus long. Et souvent, on peut vite se cramer, tu vois. Je pense à ça parce que je le vois, par exemple, dans les sports d'endurance, moi, maintenant que je suis un peu dedans, bah, les gens, quand ils se disent, ok, j'ai fait mes premiers 10 kilomètres, l'année d'après, ils veulent se lancer dans un marathon plutôt que de se dire bah, je vais faire plusieurs 10 kilomètres et kiffer, tu vois, et améliorer et faire que mon corps il prenne l'habitude d'avoir ces impacts, ces traumatismes qu'on a pour le corps, et de suite se dire allez, je vais faire un marathon, puis après c'est quoi bah, c'est les trails et c'est les ultra trails, tu vois ce que je veux dire, et c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, sauf qu'en fait au bout d'un moment l'Everest, enfin il y a un pic quoi, tu vois, et donc là c'est compliqué quoi. Mais ça, justement, je trouve que c'est pas évident une fois que tu pars dans ce principe-là, tu as tout le temps cette envie d'aller chercher plus, plus loin, plus haut, plus vite. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour justement arriver à doser un petit peu ce curseur? Eh ben, c'est compliqué, surtout pour des personnes, par exemple, si je prends mon cas, moi je suis une compétitrice, donc j'aime le challenge, j'aime la performance, même si par exemple, tu vois, je fais des triathlons maintenant, et je suis pas du tout dans le haut niveau, mais je suis dans ma performance à moi, et j'ai pas, je vais pas chercher une place ou quelque chose. Mais par exemple, moi qui suis compétitrice, c'est compliqué parce que forcément, je veux chercher toujours plus loin. Par exemple, j'ai commencé avec des triathlons en S. Une fois que j'en ai fait un, je crois que j'en ai fait un ou deux, et de suite, j'ai voulu me préparer sur des formats Alpha Ironman. Et c'est toujours plus, toujours plus. Et après, t'es vite confronté à la réalité. C'est toujours plus dur, c'est toujours plus long. Le corps, il n'est pas prêt. Ça joue d'un point de vue psychologique. Donc ça, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui, elle, et c'est ce que je conseillerais aux gens, et ben, elle fait du triathlon depuis, je sais pas moi, 5 ou 6 ans. Et elle vient de faire juste cette année son premier Alpha Ironman. Alors que ça fait 5 6 ans qu'elle fait du triathlon, qu'elle est vraiment beaucoup plus forte que moi. Mais par contre, à chaque fois qu'on discute et que je lui dis: «Mais pourquoi tu as pas fait des Alpha Ironman plus tôt?» Bah, en fait, elle me dit: «Mais moi, je kiffe juste être dehors, pédaler, courir», et elle a pas cet esprit et cette personnalité de compétitrice, et en fait, elle s'en fout de son temps. Elle veut juste passer un bon moment, et c'est compliqué parce que moi, c'est ce que je conseille aux gens, mais je comprends les gens qui ont, l'âme du compétiteur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc je dirais que, il faut trouver déjà une discipline qui te plaît, parce que forcément tu vas être pris dedans, hein, et quand tu aimes le sport, tu es vite pris dedans. Et après, il faut être un petit peu, pas que vigilant, mais faut être capable d'être patient et de ne pas se laisser emporter par notamment ce qu'on voit sur les réseaux. Si tu traînes sur les réseaux, on voit toujours des belles images, des beaux finishers, les gens qui arrivent sur la finish line avec des belles médailles, avec le public qui applaudit, les médias, les photos. Et en fait, les gens, ils voient ça, ils se disent putain, c'est fou quoi. Sauf que bah, ils se rendent pas compte que derrière, c'est des années et des années et des années de sacrifices, de concessions, de travail, de blessures, de vie sociale, de vie privée, enfin, tu vois. mmh, Donc, je dirais, voilà, trouver une discipline qui vous plaît, et puis, et vraiment pas se laisser emporter par, tu vois? Alors tu fais quoi après ton 10 kilomètres? Est-ce que tu vas faire un marathon, quoi? Y aller ouais. par étapes. Ouais, ça, je pense que c'est un peu la société de maintenant où les gens Ouais. sont plus patients et en plus, ils voient que, l'aboutissement Mmh. des autres alors qu'en fait, si on te disait tout ce qu'il faut faire avant Ah ben, de ce que tu ne vois pas pour atteindre ça, je pense qu'il y a plein de gens qui diraient: «Bon, c'est bon, tranquille, je fais pas, on est bien». là, c'est ce que je me dis, tu vois? Il y a les JO, et j'ai posé la question, tu vois, sur mes réseaux en disant, «Est-ce qu'il y a un sport qui vous attire depuis, enfin, que tout le monde regarde les JO? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive à aller essayer un sport?» Évidemment, j'ai eu énormément des centaines et des centaines de réponses, et des gens qui me disaient: «Moi, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer». Je me suis inscrite à la natation, je me suis inscrite là,
Et en fait, je pense que sur tous les milliers de personnes qu'il va avoir à la rentrée se lançant dans la natation, par exemple, si on prend Léon Marchand, qui est un exemple de fou, il y en a plein qui vont se dire ah, bah, c'est trop stylé. Mais au bout de 3 jours, qui vont se rendre compte qu'en fait, il faut d'abord falloir apprendre la brasse, peut-être apprendre à mettre la tête sous l'eau, peut-être faire beaucoup de travail technique et qu'au bout d'une semaine, il n'y aura pas de résultat. Il y en a beaucoup qui vont vite déchanter, tu vois. Ah Parce ben ouais. qu'effectivement, c'est tellement, tellement de travail de l'ombre. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir comment tu étais quand tu étais enfant, comment tu as vécu ton enfance, adolescence. Est-ce que ta vision de la vie, elle a changé? Est-ce que ça a été une période facile pour toi, difficile, un peu, savoir tout ça? L'enfance et l'adolescence, donc quoi, jusqu'à 17-18 ans? Ouais, on va dire Ouais. ça. Donc, je te prends une grosse fourchette Ouais. de 5 à 18. Non, écoute, moi je suis fille unique, donc j'ai vécu un peu, tu vois, sous le cocon familial. J'ai eu beaucoup de chance, d'être vachement entourée par ma famille, avec évidemment des histoires de famille, classiques ou pas classiques. J'ai été très vite dans le sport, donc on va dire que pour moi, ça a été ma meilleure, école de vie, ça a été mon meilleur apprentissage. J'étais pas quelqu'un qui était très, scolaire. D'ailleurs, ça se passait pas très, très bien à l'école. J'étais pas forcément, tu vois, genre, dans les dernières, mais j'étais juste pas intéressée par le système scolaire. J'avais vraiment du mal à comprendre, à apprendre, à écouter. J'étais très, tu vois, souvent on me disait que j'avais la tête dans les nuages, que je collais pas au groupe. Et puis après, évidemment, quand j'ai pu être un peu plus, autonome à l'adolescence, bah, j'ai commencé à sécher, tu vois? J'allais plus trop en cours, je passais plus de temps dehors. La seule chose qui a équilibré, qui a fait que je m'en sortais, enfin que, on va dire, j'ai pas fait trop de conneries, c'est que j'étais tous les soirs à la gym, puisque je suis une ancienne gymnaste et surtout je faisais de la gym, moi, pour le kiff, hein. Il y avait pas d'échéance de haut niveau. Mais moi, je kiffais, la gym, donc heureusement, j'avais cet équilibre. Mais après, tout ce qui était scolaire, tu vois, c'était pas du tout mon délire. J'étais très dans mon monde, en fait et moi, dans ma tête, je voulais toujours être dans le milieu du sport et à mon époque, de ma génération, le sport n'était pas considéré comme, un objectif, professionnel. Tu vois, si je disais: «Bah, je voulais être prof de gym», j'avais, 14-15 ans quand j'ai commencé à être entraîneur de gym dans mon gymnase et à l'époque, on me disait: «Mais c'est pas un avenir, il y a pas d'aboutissement là-dedans, il y a pas de diplôme, il y aura pas de sortie». Donc quand j'ai eu 21 ans, tu vois, on m'a dit: «Il faut absolument que, voilà, tu aies des diplômes». Donc j'ai passé un bac, mais franchement, enfin, pour moi, c'était inutile, j'en avais pas besoin, quoi. Donc j'ai été, tu vois, on est les gens qui sont dans mon cas, on n'est pas tellement supportés, tu vois? On n'est pas tellement, pris au sérieux parce que les gens pensent que le milieu du sport n'est pas objectif et n'est pas, vraiment, à prendre sérieusement. Donc moi, je pense que ça, j'en ai souffert parce qu'on n'était pas nombreux à mon époque à vouloir, tu vois, être, dans ce milieu-là, par exemple. Mais sinon, voilà, écoute, je pense que j'étais une enfant cool, j'avais beaucoup de caractère, donc je répondais très facilement, que ce soit à l'école ou même à la gym. J'avais quand même mon caractère, ce qui a été forcément, qui m'a porté un peu préjudice parce que du coup en gym, vu que j'avais quand même du caractère et que je répondais à mes profs, je passais aussi beaucoup de temps, dans les vestiaires parce que je refusais de faire, tu vois, la PP, tu vois, la PPG, je voulais pas la faire parce que ça me saoulait. Moi, je voulais juste m'amuser. Donc voilà, je pense que j'ai été une enfant facile, j'ai kiffé la vie, j'étais dans mon monde, j'avais beaucoup d'amis et en même temps j'étais dans ma bulle sur mon petit nuage, et surtout, surtout, j'ai toujours voulu faire tout ce que je voulais, quoi. Tu vois, j'écoutais personne, je voulais faire ma vie. Et du coup, quand à 14 ans, tu envisages d'être, par exemple, prof de gym, que tu as cet objectif-là à ce moment-là, et que les gens te poussent justement à Mmh. pas faire ça, à te dire, à te décourager clairement, de te dire que Ouais. c'est pas un métier, que tu dois faire des vraies études, etc. Toi, à cet âge-là, tu vois ça comment? Tu réagis comment? Bah, je pense que c'est la période, tu sais, 14-15 ans, c'est la période, où tu peux facilement te rebeller, hein, clairement. Donc moi, j'ai eu, ma période un peu, où je me rebellais face, aux professeurs et même, tu vois, au directeur de mon collège. Donc j'ai été virée, par exemple, plusieurs fois et même pour te dire, quand ils m'ont virée, ils m'ont dit, parce que je répondais en classe ou je voulais pas tout simplement suivre les cours et le directeur, il avait dit: «Bah, si Jessica, elle veut revenir, au collège ou même après au lycée, il faut qu'elle aille faire des séances de psychologue», tu vois? Parce qu'il pensait carrément que j'étais folle, quoi.
Donc en fait, tu vois, ce genre de choses, bah, tu vois, j'ai fait des séances de psy. Le psy, comme il a dit à ma mère, il a dit: «Mais Jessica, elle va très bien, c'est juste qu'elle arrive pas à rester dans le système scolaire, ça lui convient pas». Et après, bah, c'est compliqué parce que tu es face à des adultes, tu vois? Tu as 14-15 ans, tu es un peu incompris, en fait. Parce que moi, heureusement, j'étais avec ma mère et ma mère, elle était plutôt cool et à chaque fois, elle me disait: «Bah, tu feras ce que tu veux après, mais il faut juste que tu valides, au moins, le minimum, tu vois? Le brevet, le bac, juste un minimum et que tu respectes les adultes, quoi». Donc en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es encore un gosse et personne te prend au sérieux, donc tu suis le moule, quoi. Moi, je me rebellais, mais je suivais le moule, quoi. Je faisais le minimum. Mais du coup, dans ta tête, tu gardes quand même, cet objectif à l'instant Ouais. T? Ouais, tu vois, j'ai gardé, puis même, tu vois, dans mon gymnase, vu que c'est quand même un milieu associatif, la gym, même mes entraîneurs me disaient: «Tu sais, Jessica, bah, c'est un super métier, entraîneur de gym, mais c'est vrai qu'on va pas ça va pas très loin», tu vois? Même au niveau salaire, ça va pas très haut. En fait, ma prof de gym, elle me disait: Tu pourras faire beaucoup plus de choses, tu pourras aller beaucoup plus loin. Ce métier est génial, mais tu restes enfermé dans un gymnase, toute l'année, quoi». Donc bah, moi, j'ai eu, il y a un moment donné, je pense vers 15-16 ans, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire qui va se rapprocher, tu vois, du milieu du sport?» Et j'ai voulu être pompier aussi. Parce que je trouvais que ce milieu, tu vois, ça bouge, je sais que les pompiers généralement, bah, tu fais du sport, il y a du collectif, tu es sur la route, il y a de l'action, tu vois? Donc je m'étais mis en tête, d'être pompier. Et puis après, j'ai eu aussi ce besoin de m'émanciper un petit peu, vu que j'étais hyper coucounée moi par ma famille. Donc à 21-22 ans après mes études et après avoir tourné en rond, vu que je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai préféré partir à l'étranger et je suis partie, vivre aux États-Unis. Comme ça m'a permis de faire ce que je veux, quoi. Tu vois, j'ai pris une valise, je suis partie jeune fille au pair et je voulais apprendre l'anglais, je voulais voyager, c'était un peu une porte de secours en attendant de vraiment savoir ce que je voulais faire, quoi. Mmh. Et du coup, moi, je t'ai découvert, dans l'émission Force spéciale Ah! l'expérience. Donc ça date et je l'ai revu il y a pas très longtemps, du coup. Ouais, Et donc en gros, pour expliquer brièvement, c'est des volontaires qui passent les tests, pour des rentrer dans les forces forces spéciales. spéciales. Mmh. Et moi, j'aimerais un peu que tu m'expliques, tu as été, sans spoiler, tu as été très loin. Il y avait 3 femmes au départ, tu es la dernière qui reste. Quel souvenir tu as de cette expérience? Comment tu l'as vécu tout ça? Parce qu'au final, on te met vraiment dans des conditions extrêmes. Ouais. Qu'est-ce que tu en as ressorti peut-être, d'apprentissage sur toi ou sur, plein de choses? Alors déjà, première chose, vu que j'ai re-regardé moi aussi, l'émission qui est ressortie du coup en streaming, enfin sur YouTube, ils ont Ça, repassé, c'est ça. les épisodes. Ma première réaction après avoir vu les épisodes, je me suis dit: «Bon, j'étais sacrément costaud quand même, hein», En fait, ma première réflexion, ça a été de me dire: «En fait, à cette période-là, je faisais beaucoup de crossfit, je faisais beaucoup de compétitions, j'étais extrêmement préparée physiquement». Ça ma première réaction, c'est de me dire: «Ah ouais, je pense que». Bon, mis à part là, le fait que j'ai été opérée, si je prends juste l'année dernière où j'étais encore en forme, je pense que je serais pas allée aussi loin, tu vois? Parce que d'un point de vue physique, à ce moment-là, j'étais extrêmement bien préparée. Donc en fait, si tu veux, moi, les entraînements qu'on faisait, la nuit ou même le jour ou courir avec, un gilet lesté, avec des rangers, très peu dormir, faire des pompes à 3 heures du matin, faire des abdos, des burpees, porter un sac à dos de 50 kilos. Je comprends que pour tous les autres, c'était un enfer parce que il y en avait très peu qui étaient préparés physiquement. Moi, je pense que ça m'a énormément aidée pour aller très loin parce qu'après la partie physique, tu sais, c'est 3 jours partie, physique. Après, on a eu 3 jours un peu plus tactique, technique où on apprenait, voilà, la boussole, à grimper, des choses comme ça et les 3 derniers jours, c'est la partie psychologique où moi, ça a été super dur, par exemple, alors que pour les garçons, c'était hyper facile Mmh. et qui, eux, ont très mal vécu la partie physique, par exemple. Donc je pense que, mon point fort à ce moment-là, c'était que j'étais prête et que, tu vois, même dans ma tête, je faisais tellement de compétitions, j'étais tellement sûre de mes capacités physiques que ça m'a permis d'aller assez loin
Et ensuite, évidemment, quand tu es en plein dedans d'une émission comme ça ou d'une expérience, tu te rends pas compte sur le coup de ce que tu es en train de vivre. Mais en sortant, moi, je sais que j'ai eu plein de bouleversements dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai arrêté de travailler en tant que salariée, j'ai ouvert ma société. Et en fait, tout ça, tu vois, ça a pris à peu près 1 an. Et en fait, je me suis rendu compte que l'émission, elle m'avait quand même vachement boostée d'un point de vue confiance. J'ai pris énormément confiance en moi. Surtout que vu que je suis une femme, je suis quand même dans un milieu, tu sais, le sport, le fitness, le crossfit, bah, c'est pas que c'est masculin, hein, mais c'est vrai que les femmes, à ce moment-là, on n'était pas extrêmement mis en avant, on n'était pas considérées comme crédibles. Moi, quand j'ai commencé le crossfit, par exemple. Et du coup, ça m'a vachement boostée. Ce que j'ai appris grâce aux instructeurs, tu vois, le fait de constamment, toute la journée, nous dire, il faut trouver le confort dans l'inconfort, il faut faire du nivellement par le haut. C'est-à-dire que, bah, en gros, si tu suis pas le troupeau, bah, tu dégages, quoi. Il faut que tu fasses partie des meilleurs, point barre, quoi. Et tu te tais, et tu râles pas, et t'avances, et que la vie, elle est dure. Et vu ce que eux, ils vivent, parce que nous, on n'a rien vu. Enfin, tu vois, on a vécu quoi, 1% de leur quotidien. Bah, quand eux, ils te racontent ce qui se passe dans la vraie vie des forces spéciales, bah, tu te tais, quoi, tu vois. Ça te remet les choses en place et tu râles plus, quoi. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Eux, ils servent la France et ça n'a rien à voir avec nous, nos petits problèmes au quotidien, quoi. Donc, tu relativises et puis bah, après, moi, j'ai pris ça comme un tremplin, quoi. Ouais, en fait, cette expérience, c'est un peu une métaphore de la vie de manière générale, quoi. Ouais. De toujours continuer, peu importe si c'est difficile ou pas. Ouais, c'est Enfin, ça. Moi, j'ai bien aimé tu vois, la phrase, c'est quelque chose qui m'est resté, c'est de trouver le confort dans l'inconfort. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait une épreuve, c'est des choses qu'on voit pas forcément à l'écran, parce qu'il y a plein de choses évidemment qui montrent pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on avait une épreuve, même si évidemment les médias font qu'il faut absolument montrer quelque chose de, tu sais, très télévisé pour faire un peu le buzz, la réalité, c'est que les instructeurs, ils nous formaient. C'est-à-dire que dès qu'on avait une épreuve, à chaque fois qu'on avait une difficulté, ils nous disaient trouve, trouve une solution. Ouais, là, t'es pas bien, là, c'est douloureux, là, ça fait mal, là, tu galères, là, tu n'y arrives pas, là, tu es essoufflé, tu es à bout. Trouve une solution. Va creuser loin, quoi. Va creuser dans ta tête. Comment tu peux faire pour t'en sortir, pour trouver un certain confort. En fait, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, dans n'importe quelle difficulté, il y a toujours du positif et il y a toujours un moment donné où tu peux trouver une solution pour t'en sortir, quoi. et c'est quel style de solution quand toi, tu étais vraiment au plus bas physiquement ou mentalement ou les deux? C'était quoi tes petites... Enfin, qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, du coup, tu vois, dans l'émission, pour moi, il y a eu deux épreuves très, très, très difficiles où bah, il y en a une où j'ai pas lâché et une où j'ai lâché. La première, ça a été où on a fait la longue marche, où on a marché pendant 5 heures avec un sac à dos de 50 kilos, entre 45 et 50 kilos sur le dos, plus notre gilet lesté, plus les Rangers. Et la marche longue, le concept, c'est de travailler ton mental. Bon, tu as la partie physique parce que 50 kilos, c'est un enfer. Et tu traverses une forêt, tu es avec la boussole, tu dois chercher des chemins. Enfin, tu vois, et le but, vu qu'ils te disent pas combien de temps ça va durer, sinon c'est pas drôle. En fait, le but, c'est OK, ben, quand tu as envie d'abandonner, pourquoi tu n'abandonnes pas? Et en fait, moi, je me rappelle, je pense que les 3 premières heures, ben, j'ai lutté parce que j'avais ma capacité physique où voilà, je restais dans ma bulle et surtout je me disais: «Commence pas à penser à la douleur, commence pas à râler parce que si tu râles, si tu commences à gémir, tu sais, à bouger dans tous les sens et tout», je savais que ça allait pas tenir mais par contre, tu vois, les 2 dernières heures, mais c'est un enfer parce qu'ils te poussent à bout, puis tu sais, tu as le groupe autour de toi, tout le monde qui commence à râler, il y en a qui commencent à abandonner, il y en a qui tombent et en fait, c'est que des «parasites» entre guillemets, tu vois? C'est des choses qui te perturbent, c'est fait exprès. Puis après, dès que tu commences un peu à pleurer, tu vois, tu as l'instructeur, il vient te voir, il va te dire: «Beh, tu vas abandonner, bah, pose ton sac à dos, en fait». Et là, bah, faut lutter, quoi. Donc moi, je sais que là, je me rappelle avoir pleuré la dernière heure et je me disais: «S'il y a 1 heure de plus, j'arrête». En fait, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos, j'étais complètement courbée. Mais j'ai pas lâché, je pense que j'étais juste focus, tu vois? Je me disais: «Surtout commence pas à pleurer, commence pas à râler, commence pas à penser à ben oui, c'est lourd pour tout le monde, en fait. C'est lourd pour tout le monde». Par contre, la deuxième épreuve où moi j'ai lâché, c'est la partie psychologique. Tu sais, c'est le coxage. Du coup, le coxage à la fin, il y avait à peu près 12 heures à tenir, avec une cagoule.
moi, j'étais absolument pas préparée à ça. Mais vraiment, en fait, quand j'ai accepté de participer à l'émission, en fait, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et les garçons avec qui sont allés aussi loin que moi, eux, ils étaient chauds patates, quoi. Eux, ils se sont dit, nous, on va les démonter, on va les battre. Moi, j'étais pas du tout prête à ça et la dernière épreuve, quand tu as marché, on avait marché 21 heures d'affilée, on n'avait pas dormi, on n'avait plus à boire, on mangeait plus, on avait des ampoules aux pieds. On s'était fait, cavaler par les instructeurs, tu vois? Et quand on se fait, bah, prendre comme ça «en otage» entre guillemets, déjà moi je suis un peu, claustro, tu vois? Donc quand ils m'enferment avec la cagoule et qu'ils serrent à fond, bah, ça t'enlève à peu près 30 de ta capacité respiratoire. Ça, je le savais parce qu'ils nous l'avaient dit. Donc déjà, là, je m'étais dit, pour moi, ça, c'est le plus gros challenge. Si tu arrives à tenir en calmant ta respiration, ça va le faire. Donc dans ma tête, je me répétais, je me disais, tu ne vas pas mourir. C'est de la télé. Ça va bien se passer, même si c'est compliqué parce que tu es quand même en plein milieu du truc. Et après, tu vois, le concept d'être enfermé dans un hangar au froid, avec des bruits très particuliers, très inconfortables, vraiment désagréables, des cris, des pleurs, des bruits de scie, des gens qui hurlent à la mort, où ça fond dans les oreilles, où on te demande d'être dans des positions inconfortables toutes les 15 minutes, lève les bras, mets-toi à quatre pattes, lève une jambe, tu es dans le noir, il fait froid. Ben, en fait, là, moi, mon cerveau, il a tenu, je crois que j'ai tenu 4 heures, tu vois. Et en fait, mon cerveau, à un moment donné, il a switché. Et je pense que ça, c'est typiquement féminin. Pas toutes, hein, je mets pas toutes les filles dans le même bateau, mais en tout cas pour ma part, je pense que beaucoup de filles auraient craqué aussi parce qu'en fait, tu te demandes: «Qu'est-ce que tu fous là, en fait?» Tu vois, tu te dis: «À quoi ça» enfin là, à quoi ça sert? Parce que pour moi, ça va au-delà de tout, quoi. Pour moi, ça va au-delà du mental, ça va au-delà du physique. J'avais l'impression que j'avais plus rien à prouver et je me suis dit: «J'ai pas envie de sentir cette espèce de traumatisme», même de voir ça à la télé, tu vois, pour ma famille. Je me Tu sais, j'ai pensé à mes grands-parents, j'ai pensé à mes parents, je me suis dit: C'est un peu spécial, là». Donc moi, personnellement, là, j'ai arrêté. Quand ils m'ont enlevé la cagoule, que je suis sortie, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit: «Est-ce qu'avec le recul, tu aurais pu aller jusqu'au bout?» Je leur ai dit, hein, je leur ai dit: «Franchement, j'aurais pu aller jusqu'au bout, mais j'en avais juste pas envie». Hmm. Ouais, ok. Ouais, ok, donc une expérience riche en expérience du coup Ouais, ouais, et mais par contre, en c'était fou. remise en question sur plein de choses quoi. Ouais, 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 ça m'a permis de relativiser sur pas mal de choses. Notamment, tu sais, ça te permet de relativiser aussi bah, sur ta vie, mais aussi sur, ce qui se passe autour de toi, ton entourage. Tu sais, les choses que tu as pas besoin, tu vois? Les gens qui râlent, les gens qui se plaignent. Je sais que ça m'avait marqué parce après ce que j'avais vécu et d'écouter aussi les instructeurs pendant 9 jours, parce qu'ils sont avec nous 24 heures sur 24, de les écouter raconter leur histoire, tout ça. Moi, je me rappelle quand je suis sortie, j'étais vraiment déboussolée, mais je me rendais pas compte, en fait. J'étais vraiment, je comprenais pas, tu sais, il fallait que je reprenne l'entraînement. J'avais une compétition 15 jours après, hyper importante et je suis arrivée à la compétition et je me suis fait cette remarque. Je l'ai jamais dit à personne ça, c'est une exclue. Je suis arrivée à la compète et en fait, j'ai vu tous ces crossfitters dans du confort, en fait, où ils s'étaient préparés pour, toutes leurs épreuves. Ils savaient à quelle heure ils allaient passer. On avait des échauffements, on avait des tentes parce qu'il faisait du soleil, pour se protéger du soleil. On avait de quoi boire, on avait de quoi manger, on avait des belles tenues, on avait des genouillères, on avait des ceintures d'haltéro. Tu vois, on avait tous cette espèce de confort et je les entendais, tu vois, «souffrir» entre guillemets parce qu'effectivement le crossfit, c'est beaucoup de souffrance aussi physique. Heu, pour moi, c'était, assez superficiel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et je me suis dit: «Je me sens pas à ma place» et pourtant, attention, hein, des crossfiteuses françaises, je suis une des premières à être hyper superficielle, hyper, tu sais, colorée, avec des couettes, un peu maquillée, c'est le show, quoi, tu vois? Mais là, ce moment-là, je me suis pas sentie à ma place. Je me suis dit: «Mais s'ils avaient vécu ce que j'ai vécu là pendant 10 jours, franchement ça valait beaucoup, tu vois, ce que j'avais vécu». Ouais. Et justement, toi, tu passes du CrossFit au triathlon. Triathlon qui est un sport individuel où tu t'envoies, tu es un peu souvent seul face à toi-même. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'on doit passer dans la vie par la solitude pour réellement apprendre à se connaître soi-même? Ah mais oui, mais 1000 fois. Je pense que les gens qui sont pas capables d'être, en phase avec eux-mêmes,
et même juste en compagnie avec eux-mêmes, je pense que c'est des gens qui souffrent et qui souffriront toujours. Évidemment que moi, le sport m'a appris à m'entraîner seule, à souffrir seule, à faire des entraînements toute seule. Mais moi, ça, je l'ai vécu aussi bien plus jeune quand j'ai perdu mon papa, où j'ai connu la maladie, le décès, tu vois, l'accompagnement d'un décès, des choses comme ça, d'une personne importante dans ma famille, et où je me suis retrouvée mais toute seule, quoi. Mais toute seule, où j'ai dû faire face à des périodes bah, où tu as envie franchement, j'ai pas envie de dire tu as envie de plus exister, mais tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, quoi. En fait, tu cherches le pourquoi. Et je pense que le sport, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de connaître, tu vois, des sports notamment d'endurance ou même n'importe quel sport, parce qu'il faut passer par là. Il faut passer par des moments où tu apprends à te connaître, où tu es dans ton propre inconfort et tu pas avec ton équipe, tu vois, où tu es tout seul et tu dois chercher ta solution, tu dois chercher comment t'en sortir. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence avec les champions, quoi. Parce qu'un champion, même s'il a une équipe derrière lui, bah, c'est lui qui va pédaler, c'est lui qui nage, c'est lui qui compte les carreaux. Quand je les entends là au JO dire qu'ils nagent 6 heures par jour, ok, tu as un plan, ok, tu as ton coach, tu as ton entraîneur, tu as ton prépa mental, tout ça, mais c'est toi qui nage 6 heures, quoi. Faut être bien avec soi-même, tu vois, pour se dire je vais compter les carreaux pendant 6 heures. Ouais, non, c'est sûr. Et puis je pense que ouais, il y a beaucoup de gens qui justement n'aiment pas se retrouver tout seuls, même si je trouve que de plus en plus de personnes partent même en voyage seules, font des expéditions seules. Euh, et puis ouais, pour moi, pour être bien avec les autres, tu dois être bien avec toi-même en premier lieu, ça paraît C'est sûr. logique. Il y a qu'un truc, tu vois, où j'ai pas passé le cap. Alors voilà, voyager toute seule, j'ai déjà fait, aller au resto toute seule, tu vois, j'ai déjà fait faire du sport toute seule. Il y a un truc où j'ai pas encore passé le cap et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Peut-être que j'aurai l'expérience plus tard, je le sens pas du tout. C'est les gens qui font des trails et des ultra trails. Ça, alors autant tu vois les gens qui font des Ironman, des Enduroman, tu vois, des épreuves qui durent 12 heures, 13 heures. Mais alors, le concept de l'ultra trail, où tu dépasses 80, 100 km, 120 km de marche, je, ça, ça me dépasse. Pour moi, c'est pire qu'une thérapie, quoi. Tu vois, c'est l'enfer, quoi. Mais là, pour le coup, tu as bien le temps d'apprendre à te connaître. Ah ben oui, oui, parce que tu passes par toutes les phases. C'est un peu comme tu vois, c'est comme les Ironman. Quand je fais des Alpha Ironman, tu passes déjà par toutes les phases et c'est déjà 6 heures, 6h30 d'effort. Et c'est déjà trop long, tu vois. C'est beaucoup de souffrance, je trouve. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour vraiment se connaître? Bah si, 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 parce que évidemment que quand tu es petit, tu vois, tu as l'impression que le monde, c'est le monde des bisounours, sauf ceux qui connaissent des choses un peu difficiles dès leur plus jeune âge. Mais, en fait, tu pas le choix. Quand tu grandis, que ce soit d'un aspect professionnel ou d'un aspect personnel, tu vas forcément croiser des moments difficiles comme bah, voilà, te faire virer d'un boulot, voilà, perdre ton travail, te blesser, divorcer. Enfin, il y a plein d'épreuves en fait dans la vie où tu vois, on n'est pas du tout prêt quand tu es jeune, quoi. Hmm. Donc oui, oui, je pense que n'importe quel être humain, il est obligé de faire face à ça, quoi. Ouais, non, c'est Pour, sûr. pour grandir, avant tout pour grandir, tu vois. Et du coup, là, tu parlais de ton opération, donc tu as subi une arthroplastie lombaire. Est-ce que tu pourrais d'abord expliquer ce que c'est brièvement pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas l'opération qu'on connaît le plus? Non, en fait, une arthroplastie lombaire, c'est quand tu n'as plus de disques vertébraux, donc au niveau de ta colonne vertébrale. Le classique chez le sportif, c'est entre le L5 et le S1, donc à la fin de ta colonne vertébrale, à la limite des lombaires. En fait, donc mes vertèbres, les deux dernières se sont collées avec l'usure du sport et aussi la génétique, parce que j'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà, des fois, tu as juste un petit problème de disque ou c'est une hernie discale donc, qui sort. Et donc, dans ce cas-là, soit tu te fais un renforcement musculaire pour la résorber, entre guillemets, soit il y en a qui passent par la chirurgie médicale pour se la faire retirer quand c'est grave ou quand tu peux vraiment plus faire quelque chose, genre marcher ou quoi que ce soit. Moi, j'avais plus de disques. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de disques et qui ne souffrent pas.
Parce qu'il y a des gens qui me disent: «Oui, moi, j'ai plus de disques». Mais comme je dis, si ça t'impacte pas dans ta vie au quotidien, si notamment tu fais pas de sport ou très peu, bah, tu peux vivre avec. Moi, en l'occurrence, avec toutes les activités, sportives et le fait que je sois aussi coach sportif, ça me gênait, notamment dans mon sport et ça me gênait dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'avais des douleurs qui irradiaient dans tout le dos parce que du coup, ça s'était collé et du coup, ça avait décalé mon bassin et du coup, ça irradiait un petit peu de partout dans le milieu du dos, dans les cervicales, dans ma hanche. Et donc après toutes les les imageries que j'ai fait des examens en 3D, des isocéniques, tu sais, tout ce qui est force isocénique pour tester ma force des lombaires, la force des abdos. On s'est rendu compte que c'était le gros bordel et que j'avais perdu plus de 50% de ma force au niveau des lombaires, que j'étais extrêmement forte au niveau des abdos, du haut du dos, des jambes, mais j'avais plus rien dans les lombaires. Donc la meilleure solution, c'était de mettre un disque en fait entre les deux vertèbres. Et donc ça s'appelle l'arthroplastie. Il y a aussi l'arthrodèse, mais l'arthrodèse, c'est vraiment quand on visse définitivement du coup tes disques, tes vertèbres. Et par contre, l'arthrodèse, tu perds ta mobilité. Donc le chirurgien qui lui s'est occupé de moi et qui s'occupe de beaucoup de sportifs, il savait que j'avais besoin de ma mobilité au niveau des lombaires. Donc on a privilégié une arthroplastie, c'est-à-dire remettre un disque pour recréer cette mobilité que j'avais perdue du coup. Donc voilà, donc du coup, j'ai été opérée le 1er juillet. On m'a ouvert par voie antérieure. Ça se fait de plus en plus, notamment parce que moi, c'était par face interne. Donc c'était côté de la colonne vertébrale, côté ventre en fait. Donc ils m'ont dit que le chemin le plus court, ça serait par le ventre. Donc en fait, on m'a fait comme une césarienne et on est allé ouvrir donc mes vertèbres et me glisser un disque plastique et titane. Après, on a vissé les 2 vertèbres avec le disque et écoute, je suis une meuf en titane, on va dire maintenant. Et donc voilà, donc une arthroplastie, bah, pour moi, c'est le dernier recours, hein, parce que tu te doutes bien qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de dos et quand ils ont vu ce que j'ai eu, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant: «Ah beh, moi aussi ça m'intéresse, tatati tatata». Comme je dis, est-ce que c'est vraiment le dernier recours? Il faut avoir fait quand même beaucoup de choses avant pour finir sur cette solution, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que moi, le renfo ne marchait plus, les étirements ne marchaient plus, arrêter le sport, ça me créait des douleurs, faire du sport, ça me créait des douleurs, marcher, ça me faisait des douleurs, donc c'était vraiment la dernière solution, quoi. Et comment tu fais, toi qui es sportive, de passer à du sport presque, j'imagine, de façon quotidienne, à là, tu coupes totalement, tu passes vraiment de l'autre côté inactif total? Beh, écoute, je sais qu'il y en a beaucoup qui le vivent très mal. Je pense que moi, la chance que j'ai eue, parce que je trouve que je le vis bien, mais je pense que la chance que j'ai eue, c'est que moi, c'était quelque chose qui était anticipé. C'est-à-dire qu'on a pris la décision, c'est-à-dire qu'on m'a trouvé ça au mois de février. J'ai eu le temps d'encaisser tu vois, le diagnostic. Et au mois de mars-avril, après d'autres examens, j'ai pris ma décision. Donc, du coup, j'ai eu le temps de me préparer à l'opération physiquement, parce qu'il a fallu que je continue à faire du renforcement musculaire pour me préparer à l'opération et pour avoir une meilleure récupération derrière. Et aussi d'un point de vue professionnel, d'anticiper, tu vois, parce que vu que je suis à mon compte, il a fallu que j'anticipe tout ça, tu vois, de me dire, OK, tu vas être à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et après, je pense que, voilà, je, je pense que j'avais besoin de cette pause, parce que je fais beaucoup de sport depuis que j'ai 5 ans, tous les jours, beaucoup de compétitions. Je pense que j'ai pas eu une seule année où j'ai été tranquille, à part les années où j'ai vécu aux États-Unis. Et donc, je pense que depuis le mois de février, je m'étais mis en tête, OK, pendant plusieurs mois, tu vas pas pouvoir faire de sport, tu vas pas pouvoir bouger comme tu veux, mais c'est pour avoir une meilleure vie derrière. C'est pour avoir une meilleure santé, pour avoir un nouveau dos pour tes 40 prochaines années. Donc, pour l'instant, je le vis bien. J'ai été un mois alitée. Et là, je reprends, tu vois, la première chose, ça a été de marcher. Donc voilà, hein, j'ai marché un peu tous les jours jusqu'à marcher de manière très autonome et un peu plus normale fin juillet. Et là, je reprends la kiné. Et en fait, bon, écoute, c'est le process, quoi. J'ai déjà été blessée, donc je connais le process. Je pense que le plus dur pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Parce que dans la tête des gens, c'est bon, bah, c'est bon, tu t'es fait opérer, donc derrière, tu vas retrouver tes capacités et tout va redevenir comme avant. Sauf que, bah, la réalité, c'est que c'est ton corps qui va décider, quoi. Donc on verra d'ici 1 ou 2 mois, tu vois, une fois que j'aurai tout déverrouillé,
bah, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que je vais, me remettre sur pied comme avant? Est-ce que je vais avoir d'autres douleurs? Parce que ça, on te le dit quand tu vas te faire opérer, c'est écrit noir sur blanc. Il se peut que l'opération ne marche pas à 100. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres, douleurs ou d'autres gènes qui apparaissent. Mmh. Donc je suis un peu, voilà, au jour le jour. Ouais, et quand tu restes alité autant de temps, comment tu comment tu restes motivé? Comment tu tombes pas dans un petit mood de déprime? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Je sais pas, un peu tout ça. Je pense que le corps, il est bien fait parce que quand je suis sortie de, bah, quand tu sors de l'hôpital, en fait, au bout d'un certain jour, je me suis dit: «C'est juste irréel ce qui se passe». C'est irréel parce que tu es alité, je veux dire, on me donnait à manger, on m'accompagnait pour aller aux toilettes, on me lavait, enfin, tu vois? Mon copain, il devait essayer de me mettre debout pour aller me laver. C'est vraiment des choses, c'est irréel. Et en même temps, je me suis dit: «Bah, c'est bien fait parce que, bah, tu es sous médicaments, tu sors de l'anesthésie générale». L'anesthésie générale, c'est quand même quelque chose qui est très puissant et en fait, ça s'estompe au fur et à mesure, tu vois, des jours donc tu es un peu, tu sais, tu es un peu engourdi, quoi. Tu es un peu, tu pas d'énergie, tu es fatigué, donc tu es quand même pris par, voilà, les douleurs, la fatigue, la vie un peu à l'arrêt. Donc je pense que les 15 premiers jours, voilà, j'étais un peu dans cette bulle et puis après au fur et à mesure, bah, tu as ton corps qui se réveille, tu as des douleurs et puis en même temps, il faut que tu ailles marcher. Heu, je t'avoue que dans les journées, c'était un peu les montagnes russes, quoi. En fait, des fois, je me disais: «Ah bah, trop bien, allez vas-y, tu regardes, une série TV, tu manges, tu te fais plaisir, tu peux dormir, tu peux checker, tu vois, tu peux traîner sur les réseaux». Puis après, tu as aussi, bah, tu as des douleurs, tu vois? Tu te dis: «Putain, est-ce que c'est normal? Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi là, j'ai pas d'énergie pour me lever, pour marcher?» Et puis en fait, au fur et à mesure des jours, tu te rends compte que tu fais des tout petits pas, vraiment tout petits et puis après tu essayes de relativiser. Je me dis qu'il y a des gens, ils vivent pire que moi, quoi. Parce que moi, j'ai eu c'est une arthroplastie. Alors oui, c'est pas grave, mais c'est une lourde chirurgie. Mais lorsque j'étais à l'hôpital, il y avait des gens qui se faisaient souder toute la colonne vertébrale. Tu vois, moi, c'est un disque et en fait, la personne derrière moi, il était 7 heures du matin quand je suis partie me faire opérer. Il y avait une personne juste derrière moi qui allait se faire opérer de toute la colonne vertébrale parce qu'elle avait tu sais, une lordose et il fallait tout remettre dans l'axe parce qu'elle n'arrivait plus à vivre avec, enfin, tu vois, sans douleur et là, tu te dis: «La récup, c'est pas 1 ou 2 mois, là». Tu vois, les douleurs, ça va être un enfer, quoi. Toute la colonne vertébrale des lombaires au cervical, quoi. Mmh. Donc tu relativises. Puis il y a des gens qui se relèvent pas, tu vois? Il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, tu été voilà. J'essaye de relativiser et de me dire que pour le moment ça va, tu vois? J'ai déjà repris la kiné donc voilà. Après je me dis que est-ce que j'aurais pas un post, dépression, mais plus tard? Parce qu'en fait on n'est pas trop accompagné, hein, je t'avoue là-dessus. Ouais. Tu as une opération, tu as le chirurgien qui te prend bien en charge, jusqu'au moment où tu sors de l'hôpital. Après, tu as un rendez-vous 1 mois après, tu vois? Pour voir si tout va bien. Tu dois faire une écho ou une IRM pour vérifier que c'est bien soudé, qu'il y a eu une fusion entre le disque et ta colonne vertébrale. Mais avec toute cette période-là, tu es quand même tout seul, tu vois? En Donc fait, on en c'est revient compliqué. on Eh en oui. revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, où au final, peut-être toi qui as pu faire, l'expérience, bah, avec l'expérience des forces spéciales, avec le triathlon, tu as peut-être pris l'habitude aussi de savoir te gérer, savoir être seul avec toi-même Mmh. et là, peut-être ça t'aide un peu aussi, comme tu es un peu «laissée toute seule» entre guillemets, ça t'aide à savoir comment, réagir et agir avec toi-même. Ouais, ouais, après tu te laisses aussi porter par le truc parce que, après, c'est humain, tu vois? J'ai aussi appelé, le secrétariat, le chirurgien pour savoir si tout était normal, que j'ai encore des douleurs et tout donc tu essayes de trouver un moyen pour te rassurer. Après ce que je disais aux gens, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui sont perdus, quoi. Ils sont perdus, il y en a, ils souffrent le martyre et ils sont tout seuls et après j'essaie de dire que moi, il y a un truc où j'ai senti, la différence, sur ma récup où je le vis très bien, c'est l'entourage et l'environnement où tu es. Tu vois, là, je suis à la campagne, je suis pas dans une ville, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de pollution, où ça brou tu vois? C'est où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de tu vois, de trop de chaleur, trop de stress. Je suis vraiment dans un environnement déjà où il y a rien.
la seule chose que j'entends, c'est les oiseaux. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de monde. En face de moi, j'ai la vue sur les Pyrénées. En fait, il y a un impact, tu vois, par exemple, de la nature sur ce que je suis en train de vivre, par exemple. Et ensuite, l'entourage, je me suis rendu compte, tu vois, j'ai coupé beaucoup de choses. J'avais prévenu les gens, hein, j'avais dit, voilà, je vais me faire opérer, je vais avoir besoin de me reposer et tout. Et en fait, à partir du moment où je me suis fait opérer, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Et en fait, tu vois, Mm. j'avais pas envie de répondre, j'avais pas envie de parler aux gens, j'avais juste envie de souffrir dans mon coin déjà, j'avais pas envie de me plaindre et j'avais besoin de me reconstruire en fait. Donc je dis aux gens que, tu vois, je suis chez mes beaux-parents. Mes beaux-parents, donc c'est les parents de mon copain. Ce sont des gens qui ne me posent pas de questions, qui sont pas derrière moi. Ça va, t'as besoin de quelque chose, mais c'est normal si t'as mal, prends un Dafalgan. Enfin, tu vois, tout ça là, j'en avais pas envie. Là, quand on vit quelque chose comme ça, t'as vraiment besoin d'aller à ton rythme. C'est Ouais. hyper important, hyper important. Et aujourd'hui, au-delà de ton opération, tu dirais que c'est quoi ta plus grande peur de manière générale? Par rapport à l'opération, Pas spécialement. pas spécialement. Je dirais que j'ai 2 craintes, parce que j'ai le temps d'y réfléchir, hein. Ma première peur, et je pense que ça, c'est toutes les personnes qui ont vécu une opération, c'est de se dire: «Est-ce que c'est enfin terminé, quoi? Est-ce que les douleurs que j'ai vécues ces 2 dernières années, est-ce qu'elles vont s'estomper définitivement?» Parce que je mettrai tout en place pour me sentir bien, tu vois, d'un point de vue santé, et après performance, tant mieux s'il y en a, sinon s'il y en a pas, c'est pas grave. Et donc voilà, ça c'est la première chose, c'est de se dire: «Voilà, moi mon but c'est de ne plus avoir mal, donc est-ce que ça va arriver?» pour vivre sereinement, tu vois? Me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Et on va dire que ma deuxième crainte, c'est de se dire, «Bon, bah, je pense que je suis arrivée aussi à un cap, puisque je vais avoir 40 ans cette année». Il y a des gens, tu vois, des grands sportifs qui vont te dire: «Bah, moi je poursuis dans la quête de la performance, de la compétition, tout ça, tout ça». Moi, je sais pas, en fait. Et du coup, je me dis: «Bah, si tout ça s'arrête, si d'un point de vue, physique et projet personnel, ça n'aboutit pas forcément à, voilà, de la compéten de la des performances, de la compétition, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Sur quoi je vais rebondir? Je vais avoir 40 ans, est-ce que c'est une page qui se tourne? Et du coup, est-ce que je peux rebondir d'un point de vue professionnel, sur d'autres projets, quoi, tu vois?» Donc voilà, c'est un peu, peut-être que quand j'écouterai ça dans 5 ans, je me dirai: «Bon, ben voilà, tu vois, tu avais pas de souci à te faire, tu as bien rebondi». Mais c'est normal, tu vois? Je pense que tous les 10 ans, tu dois faire le point et j'en suis là, quoi. Ouais, OK. Et moi, je trouve qu'au plus, bon, je suis jeune, mais au plus, j'avance dans les années, au plus je me rends compte que, tu vois, tu as plein de gens qui ont des rêves, mais au final, ces rêves, ça reste des rêves parce que pour plein de choses différentes, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de Mmh. réussir, comme on le disait tout à l'heure, ils ont peur du regard des gens, ils écoutent peut-être trop les gens qui, ont peut-être une vie plus «banale» entre guillemets et du coup les limites, Mmh. à rester dans une vie, comme on connaît, comme Confortable. la société connaît. Qu'est-ce que tu dirais un peu à ces gens-là pour justement passer cette, barrière? Que le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur pour moi, c'est de se dire, parce qu'en fait, les gens qui ne se lancent pas dans les projets, dans leurs rêves, tout ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont devoir sortir de leur zone de confort. Ils savent qu'il va falloir faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et en fait, dans la tête des gens, ça paraît impossible, ça paraît inatteignable et ça paraît très difficile. Et c'est vrai que c'est difficile, mais en fait, c'est juste le premier pas. Et après, il suffit juste de répéter, répéter, répéter des choses qui te sont inconfortables au début. Mais franchement, quand moi je vois le chemin que j'ai fait, bon, j'ai pas fini, hein, évidemment que j'ai d'autres rêves et d'autres projets, mais je sais que c'est possible parce que quand tu veux quelque chose, et c'est ça le plus dur, c'est de savoir que tu le veux. En fait, tu le veux, normalement, tu dois le vouloir tellement que ça envahit ta vie et tes pensées nuit et jour. Ça, c'est une certitude. Là, tu vois, si j'ai envie de me remettre au CrossFit, si j'ai envie de refaire de la compétition, vraiment d'atteindre des gros objectifs, je sais qu'il faut que ça vienne du plus profond de moi.
comme je l'ai vécu mes premières années dans le CrossFit, où en fait, il y avait rien qui me perturbait. En fait, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mon objectif, il était clair dans ma tête. Il y avait rien, aucun parasite. C'est-à-dire que le matin, je me levais à 6 heures, c'était non négociable. J'allais faire ma séance de force à 8 heures, c'était non négociable. Je mangeais riz, poulet, brocoli, c'était non négociable. Il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de brunch, il n'y avait pas de voyage. En fait, j'étais tellement en phase avec mon objectif qu'il n'y avait rien qui pouvait me perturber. Et si ça dérange les gens, bah, en fait, ça les dérange eux, tu vois. Toi, tu fais ta life. Si tu as décidé que c'était comme ça et pas autrement, c'est parce que c'est pour un but final pour toi, pas pour les autres. Et puis après, voilà, le plus dur, c'est juste de se lancer, quoi. Je Mm. comprends que c'est difficile. Et tu vois, souvent on parle de réussite, réussir sa vie, etc. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Pétard, c'est dur ça comme question. Ah, on arrive vers la fin, il faut pousser un peu les questions, hein. Écoute, pour moi, réussir sa vie, c'est tous les jours faire quelque chose que tu aimes. Même s'il y a des jours difficiles, tu vois, même s'il y a des jours où tu as l'impression que tu n'avances pas, que même tu recules, que tu es triste, que tu es un peu en bad ou quoi, bah, c'est quand même tous les jours, tu vas te dire, je suis quand même contente d'avoir réussi cette journée parce que je fais ce que j'aime et de se dire que c'est pas genre, ah, j'ai gagné un jour, c'est de se dire, ok, c'est quand même un jour en moins dans ta vie. Donc, sois content le matin si tu te lèves, que tu arrives à te lever sans douleur, que tu arrives à marcher, que tu arrives à avoir ce qu'il te faut pour manger, à boire, de faire quelque chose qui te plaît, c'est déjà pour moi une grosse réussite. Tu vois, c'est de se dire, putain, il y en a qui n'ont pas cette chance, quoi. On n'est pas nombreux sur Terre à se lever le matin, à être en bonne santé, à manger ce qu'on veut, à faire un travail qu'on aime, à avoir des objectifs, même si c'est tout petits objectifs, tu vois, même si c'est aller marcher 30 minutes par jour, bah, c'est une chance. Et en fait, ça, il faut que les gens ils se le mettent dans la tête. C'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, voilà, réussir sa vie, c'est faire ce qu'on aime et le faire bien avec son cœur, quoi. Mhm. Bah, je pense qu'en fait, on est un peu tombé dans la normalité de toutes ces choses-là. Mm. Et bah, tu vois, peut-être toi, avec ton opération, bah, tu te dis, putain, mais en fait, enfin, peut-être que c'est un peu ce truc de se dire que tu as besoin de perdre les choses que tu as et que tu banalises au quotidien C'est pour ça. pouvoir te rendre compte de ce que De la tu as. chance que tu avais, bien sûr, mais après, voilà, je l'ai déjà vécu, tu vois, je m'étais déjà blessée, j'avais déjà une hernie discale. Et en fait, je l'ai déjà vécu, ça, de savoir que, tu vois, le jour où je suis restée alitée pendant 3 semaines et il a fallu 4 mois pour me remettre d'aplomb, bah, le jour où j'ai fait un squat à vide avec le poids de mon corps, bah, j'ai pleuré, quoi. Parce que je me suis dit, ah putain, en fait, c'est possible. C'est possible de retrouver cette sensation, de ces capacités des choses que j'aime, tu vois. Là, je le sais que je suis sur la bonne voie. Bah, franchement, ma première séance de kiné, franchement, quand il m'a fait faire des abdos hypopressifs, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je me suis dit, mais c'est génial. Alors que pendant des années, ça me cassait la tête de faire ces abdos, même si je sais que c'est nécessaire et que c'est très utile pour maintenir ta colonne vertébrale. Bah là, quand il m'a dit, c'est bon, maintenant tu peux faire ça, je fais ça toute la journée depuis 2 jours. Ouais, mais c'est fou, J'active mais j'active mes abdos, je me dis, oh, c'est trop bien, c'est en train de se réactiver, quoi. J'ai de la chance, tu vois. c'est fou comme un truc qui peut te paraître chiant avant, il se passe un truc dans ta vie qui fait que voilà, tu as peut-être perdu tes capacités et du coup, cette même chose-là qui te faisait chier avant, bah, au final, limite, c'est celle qui te met le plus de plaisir C'est par ça. après. Et je sais que plus tard, pas maintenant, mais je sais que plus tard, je remercierai ce que tu veux, le ciel, la terre, Dieu, qui tu veux. Je remercierai ça que ça me soit arrivé. Parce que ces dernières années, tu vois, bah, j'avais un peu perdu, tu vois, mon âme, la flamme de faire du sport. Je râlais beaucoup, je tournais un peu en rond, tu vois. Là, je sais que je vais retrouver du plaisir, tu vois. Mm. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est très dur parce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, perd ce plaisir. N'importe quel sportif, n'importe quel, que ce soit, je sais pas moi, un PDG ou quoi, c'est normal de perdre un peu, tu vois, la flamme, la foi, le plaisir. Ben, je trouve que c'est bien quand tu as un peu une deuxième chance, tu vois, de te dire, OK, on te l'enlève, on va voir. Si tu es capable de le retrouver, comment tu vas le vivre? C'est une deuxième chance pour moi. Mm. Et ça me fait penser, est-ce que tu penses que toi, dans la vie, tout est plus ou moins écrit à l'avance de ce que tu vas vivre?
ou tu peux un peu, toi, avoir un impact là-dessus? Je pense un peu des 2, tu vois? Je me dis que pour moi, il y a rien qui arrive par hasard. Heu, Ça, c'est la mentalité de chacun, hein. Tu vois, moi, quand il m'arrive, un truc méga dur, sur le coup, tu veux à la terre entière. Tu vois, moi, quand j'ai perdu mon papa, honnêtement, je pense que pendant 1 an, j'ai jamais eu autant de haine de ma vie, quoi. J'en voulais à la terre entière, c'est-à-dire à ma famille, aux gens autour de moi, aux médecins, à l'hôpital. Mais je trouvais pas d'échappatoire, tu vois? Je me disais: «C'est injuste que ça m'arrive, c'est interdit». Et en fait, c'est horrible, hein, ce que je veux dire, mais avec les années, je me rends compte que j'aurais jamais pu être qui je suis si j'étais pas passée par là. Et pour moi, c'était que ça devait arriver, quoi. C'est Mmh. que il y a des choses qui doivent t'arriver et après, c'est de la manière dont tu vas réagir, quoi. Parce que j'aurais pu rester en dépression, j'aurais pu, retourner dans mon petit club de fitness et retourner, mes petits cours de fitness. Et après, c'est juste la manière dont tu vas réagir face à une difficulté, quoi. Si tu as décidé de te battre, bah, quoi qu'il en soit, tu vas t'en sortir. Ouais. Et est-ce que toi, durant ta vie, tu as une phrase qui t'a accompagné ou des mots qu'on t'aurait dit, qui t'ont accompagné et en lesquels tu crois beaucoup? Écoute, une des premières choses, je l'ai tatoué sur mon bras. C'est très cliché, c'est carpe diem. Donc c'est un peu voilà, hein, c'est le mantra de se dire, bah, demain n'existe pas, hier n'existe plus et c'est de vivre au jour le jour et de prendre ce qu'il y a à prendre chaque jour. C'est pas évident, j'avoue. Et après, écoute, moi, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'était aux forces spéciales, cette histoire de se dire: «Il faut sortir de sa zone de confort». Sinon tu t'encroutes, enfin, tu vois, tu t'avances pas, en fait. Et pour moi, la vie, c'est malheureux, mais pour moi, la vie, elle est belle que si tu sors de ta zone de confort, que si tu as décidé de la rendre belle. Parce que quand j'entends les gens qui disent: «Ah ouais, mais moi, il y a ça, il y a ça, il y a» non, c'est toi qui as décidé de rester dans cette zone. C'est toi qui as décidé d'être dans ce travail, d'avoir cette famille, d'avoir autant d'enfants, de pas voyager. C'est toi qui décides de tout ça, en fait. Si ça te plaît pas, beh, tu peux changer, en fait. Tu peux repartir à zéro. Quand, je perds mon père et que à l'époque je travaille et que je fais hyper bien ma vie, je gagne à plus de 5 000 € par mois, je suis dans le sud de la France et que je décide de partir à Paris avec un sac à dos sans rien, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, c'est un choix. C'est après voilà, c'est une question de choix. Mmh. Je J'ai par désolée, je m'emporte, mais, mais je c'est partage vraiment cet avis-là parce que moi, je trouve que après, c'est encore une fois peut-être la facilité, je suis encore jeune, voilà, mais de me dire: «Il y a tellement de gens, il y a trop de gens qui restent dans un truc». Si tu leur demandes maintenant, à l'heure actuelle, s'ils sont vraiment heureux, épanouis dans ce qu'ils font s'ils sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, je pense qu'ils mmh, vont te dire que non, mais ils restent là-dedans peut-être parce que oui, mais ça fait, 25 ans que j'ai ce métier-là, il me reste, X années avant la c'est ça. retraite, je vais pas, arrêter mon travail pour ne pas profiter de la retraite alors que j'ai travaillé 25 ans pour. Bah, à un moment donné, si tu fais ça, tu arrives quoi à 80 ans, 85 ans, tu as des Tu problèmes de rien fait, santé et en fait, tu c'est ça. vis quand, tu vois? Donc ça, c'est aussi un peu la raison pour laquelle je fais ce podcast avec des gens qui ont pour partager tout ça et pour que les gens osent se lancer dans les trucs, quoi. Mais parce que là, tu as quel âge toi? J'ai 25 ans. OK. Alors comme je disais, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont plus jeunes que moi, entre 5, 7 ans, tu vois? Et souvent et c'est ça que j'ai percuté aussi, donc c'est un conseil que je te donne. Hem, Quand on est jeune comme ça, tu vois, je dirais jusqu'à 35, ouais, 35, 40 ans, je trouve que c'est la meilleure période pour, planifier et prendre des décisions. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, je trouve que tu es beaucoup moins frileux que quand tu arrives à un certain âge, quand tu as beaucoup plus de maturité et de sagesse. Tu vois, tout le monde me le disait quand j'étais jeune, tout le monde dit: «Tu verras, à 40 ans, tu es beaucoup plus sage, tu es beaucoup plus posé, tu es beaucoup plus stable». Et moi, je disais aux gens: «Jamais de la vie je serai comme ça. Je suis beaucoup trop folle, j'aime trop la vie, j'aime trop bouger, j'aime trop prendre des décisions». Et tu vois, je vois que je suis quand même plus du tout la même personne qu'il y a 10 ans, avec voilà, par rapport à mes expériences, mes choix de vie. Je dis pas que je suis quelqu'un qui est hyper stable et hyper sage maintenant, mais je trouve que quand tu es jeune, tu peux te permettre de prendre plus de risques. Mmh. Voilà, donc si j'ai un conseil à te donner, c'est tu 25 ans, si tu as envie d'aller à l'autre bout du monde ou de prendre des décisions, je pense que c'est vraiment le moment idéal parce que en fait, ça passe trop vite. Tu verras, le temps passe trop vite. Ah mais ouais, mais c'est pour ça, là, je me dis vraiment, il faut faire ce que tu as envie de faire à l'instant T. C'est ça. Peu importe et tu te mets pas de limite de dire, Non. «Non, je suis rentré dans un truc, je reste dans ce truc-là parce que la société ou X personne veut que je reste là-dedans». Non,
Parce que sinon, je pense que tu te perds, tu seras plus en phase avec toi et tu sais qu'au fond de toi, bah, tu seras pas spécialement bien parce que tu sais que tu fais pas les choses C'est que tu ça. veux réellement faire. Et maintenant, avec toutes les expériences que tu as vécues, je pense que tu as vécu pas mal d'expériences dans la vie. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie de manière globale que tu aimerais peut-être transmettre aux gens? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai envie de te dire un truc un peu bateau, mais ce que j'ai appris, c'est que, première chose, tout est possible. Il faut avoir un peu un âme de rêveur, je pense. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que, surtout je pense aux jeunes, hein, c'est qu'il y a rien qui va se passer comme prévu. Rien. Et qu'il va falloir faire partie des meilleurs pour survivre. Il va falloir être dans la bonne team, quoi. Ouais. C'est con, hein, mais pour moi, dans la vie, et puis c'est comme ça, c'est l'équilibre en fait. Il y a les forts, il y a les faibles, il y a les suiveurs, il y a les meneurs, et il faut faire partie de la bonne team. Ok. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin. Pétard. Je déteste ce genre de choses, je ne sais jamais quoi dire, et un quart d'heure après, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Le mot de la fin, pour tous les auditeurs, Yes. c'est qui tes auditeurs? C'est vraiment que des sportifs, des jeunes, des entrepreneurs? Bah, du coup, comme là, je vais relancer, tu vois, avant, j'avais le podcast que j'ai encore maintenant, plus axé prépa physique, performance. J'avais eu aussi des sportifs pour justement un peu faire des échanges sur leur vie, leur parcours, etc. Mais là, vu que je scinde pour vraiment faire une partie que interview, mais j'ai pas spécialement envie de recevoir que des sportifs. Là, Mmh. j'en ai déjà eu énormément, je pense 60 quasi, mais j'aimerais aussi d'autres personnes, tu vois, qui ont leur propre histoire, qui ont vécu, je sais pas moi, des cancers, etc. Donc, la communauté n'est pas encore là, celle-là. Alors Donc, je vais te dire une des dernières choses que mon père m'a dit: «Le travail, c'est bien, la vie, c'est mieux». très beau, très très beau. De pas Et trop se merci. tuer, de pas trop se tuer à s'acharner au travail.